Arrêtez de vous mentir. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo. Ce dont vous avez besoin, c'est de prendre une décision radicale, de vous discipliner. Pas quand vous en avez envie, pas quand l'environnement est parfait, maintenant. Parce que chaque fois que vous repoussez, chaque fois que vous hésitez, vous renforcez une identité faible. Vous vous dites que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas prêt. Jusqu'à quand allez-vous continuer à négocier avec votre esprit? Aujourd'hui, je vais vous mettre au défi de hacker votre cerveau, d'arrêter d'être l'otage de vos excuses et de devenir quelqu'un qui agit sans hésitation. Parce que la discipline n'est pas un talent, c'est une identité qui se construit avec chaque décision que vous prenez. Vous êtes fatigué de commencer et d'abandonner, de rêver grand mais de vivre petit. Alors écoutez ceci. La vie que vous voulez ne se construit pas avec des intentions. Elle se construit avec de l'action. Et cette action commence dans les 5 premières secondes qui suivent une décision. Vous osez briser ce schéma, devenir une machine de concentration, d'engagement et de résultats. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place, alors préparez-vous. Parce que dans les prochaines minutes, vous n'allez pas seulement apprendre à être discipliné. Vous allez décider que vous l'êtes déjà. Et cette décision peut changer votre destin pour toujours. Avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Allez tout de suite dans les commentaires et écrivez cette phrase. Je brise mes limites à partir de maintenant. Je suis stoïque. Ne le faites pas juste pour le plaisir de participer. Faites-le pour reprogrammer votre esprit, pour le graver dans votre subconscient comme un acte d'engagement. Parce que chaque mot que vous écrivez avec intention devient un ordre direct à votre cerveau. Et si vous êtes vraiment prêt à transformer votre vie, commencez par déclarer qui vous êtes et ce que vous allez faire. Écrivez-le, ressentez-le, et ensuite agissez en conséquence. Numéro 1, recadrez la discipline comme une fonction de l'amour de soi. Chaque fois que nous entendons le mot discipline, nous avons tendance à l'associer à la rigidité, à l'effort, à l'inconfort. Beaucoup la voient là comme une sorte de punition auto-imposée qui doit être endurée pour obtenir des résultats. Mais si je vous disais que la vraie discipline ne naît pas de la punition, mais de l'amour? Et si vous compreniez que chaque fois que vous choisissez d'être discipliné, vous ne le faites pas parce que vous vous détestez ou parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que vous vous aimez profondément. Ce changement de regard change tout. La discipline ne consiste pas à vous forcer à entrer dans une routine rigide ou à vivre sous un régime militaire. Il s'agit de protéger votre énergie. Il s'agit de prendre soin de votre esprit. C'est une façon de se dire « Je me soucie suffisamment de moi pour faire ce qui est le mieux pour moi, même quand je n'en ai pas envie ». C'est un langage silencieux de respect de soi, qui se manifeste par des actions concrètes. Pensez à la façon dont vous traitez quelqu'un que vous aimez. Vous ne lui donnez rien, vous ne l'exposez pas au danger, vous ne lui permettez pas de s'autodétruire. Au contraire, vous faites en sorte qu'il grandisse, qu'il soit en bonne santé, qu'il se sente en paix. Imaginez maintenant que vous vous appliquiez ce même traitement, c'est-à-dire une discipline basée sur l'amour de soi. Vous ne faites pas de l'exercice parce que vous détestez votre corps, mais parce que vous voulez qu'il fonctionne bien pendant de nombreuses années. Vous n'arrêtez pas de manger de la malbouffe pour vous torturer, mais parce que vous savez que votre énergie, votre humeur et votre clarté mentale le méritent. Votre clarté mentale le mérite. Will Smith l'a expliqué avec force. Je m'aime tellement que je ne vais pas me laisser blesser en mangeant une pizza si je sais que je vais me sentir mal après. C'est la clé. Vous ne vous privez pas de plaisir. Vous donnez la priorité au bien-être. Vous ne vous punissez pas. Vous prenez soin de vous. La discipline est une manifestation de l'amour mûr, de cet amour qui pense à long terme, qui n'est pas motivé par la gratification instantanée, mais qui mise sur une croissance soutenue. Lorsque vous reformulez la discipline de cette manière, le fardeau disparaît. Ce n'est plus une lutte interne, c'est une décision d'amour. Chaque fois que vous choisissez de vous coucher tôt, chaque fois que vous étudiez au lieu de procrastiner, chaque fois que vous vous levez pour vous entraîner, chaque fois que vous vous levez pour vous entraîner, chaque fois que vous vous couchez tôt,
chaque fois que vous étudiez au lieu de procrastiner, chaque fois que vous vous couchez tôt, chaque fois que vous vous couchez tôt, chaque fois que vous étudiez au lieu de procrastiner, chaque fois que vous vous levez pour vous entraîner, vous réaffirmez votre valeur. Vous dites « je le mérite ». Et cela ne vous donne pas seulement des résultats, cela vous donne la paix. Bien sûr, il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie, des jours où votre esprit vous dira de vous reposer, que cela n'a pas d'importance, mais c'est là que le véritable amour entre en jeu. L'amour qui n'abandonne pas, l'amour qui protège même quand ce n'est pas confortable. Et plus vous agissez à partir de cet endroit, plus cela devient facile, parce que votre identité change. Vous n'êtes plus quelqu'un qui est contraint, vous êtes quelqu'un qui est honoré. Du point de vue du stoïcisme, Marc Aurèle a déclaré que nous devrions vivre selon notre nature rationnelle et que cette nature nous appelle à agir avec vertu, avec un but, avec contemplation. La discipline n'est donc pas une oppression, mais une libération du chaos, des impulsions passagères, des désirs qui nous détournent de l'essentiel. Le stoïcien ne se discipline pas par obligation, mais parce qu'il comprend que sa sérénité dépend de sa maîtrise de soi, et que cette maîtrise de soi naît de l'amour de la sagesse et de son âme. Alors quand vous devez prendre une décision difficile, quand vous devez choisir entre ce qui est confortable et ce qui ne l'est pas, lorsque vous devez choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste, souvenez-vous que ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de vous montrer que vous vous aimez, une opportunité de vous renforcer de l'intérieur. Parce que la vraie discipline n'est pas imposée, elle est cultivée. Et elle est cultivée lorsque vous devenez votre propre meilleur allié. Faites de chaque habitude une déclaration silencieuse d'amour de soi. Devenez ce genre de personne qui se respecte tellement, qui ne se trahit pas, qui agit en cohérence avec ce qu'elle veut construire. Et vous verrez comment votre motivation, votre énergie, votre estime de soi change. Parce que lorsque vous aimez votre processus, lorsque vous comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites, la discipline cesse de blesser et commence à guérir. Numéro 2. Le mythe de faire ce que l'on aime. Nous vivons dans une culture qui répète constamment une phrase comme s'il s'agissait d'une formule magique pour le bonheur. Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. Cela semble bien, motivant, même inspirant. Mais cette idée romantique et populaire peut devenir un piège dangereux si nous ne la comprenons pas profondément. Parce que même lorsque vous faites ce que vous aimez, il y aura des jours où vous ne l'aimerez pas. Même la plus grande des passions a des moments de fatigue, frustration, routine. Tout ce que vous aimez ne vous rendra pas heureux tout le temps, et c'est très bien. Le vrai problème avec le mythe de faire ce que vous aimez, c'est qu'il pousse beaucoup de gens à abandonner dès que les choses deviennent difficiles. Ils pensent que si cela me fatigue, si c'est difficile, si cela ne m'excite pas parfois, alors peut-être que ce n'est pas mon vrai but, et c'est alors qu'ils abandonnent. Mais ce n'est pas un manque de but, c'est un manque de discipline. Parce que ce qui vous emmène vraiment loin, ce n'est pas seulement la passion, c'est la capacité à rester cohérent, c'est la capacité à continuer, c'est la capacité à continuer, c'est la capacité à continuer, c'est la capacité à rester cohérent, même lorsque l'enthousiasme s'estompe, l'autodiscipline et la capacité à continuer lorsque la motivation a disparu, c'est apprendre à aimer le processus même lorsqu'il n'est pas amusant. Et c'est ce qui distingue les vrais réalisateurs. Tout le monde peut commencer avec de l'énergie. Mais seuls ceux qui apprennent à soutenir l'engagement dans la monotonie, dans l'inconfort, dans l'épuisement, sont ceux qui terminent la course. Lorsque vous changez votre objectif de doit être agréable, vous ne vous levez plus seulement quand vous en avez envie, mais parce que vous savez que chaque pas vous rapproche de la vie que vous voulez construire, vous commencez à comprendre qu'aimer ce que vous faites ne signifie pas aimer chaque seconde du chemin, mais respecter l'objectif au point d'être prêt à traverser toutes les difficultés pour l'atteindre. Et voici le secret. Plus vous vous disciplinez, plus vous apprenez à apprécier le processus, parce que vous voyez la croissance, parce que vous reconnaissez les progrès,
parce que vous apprenez à apprécier le processus, parce que vous reconnaissez les progrès, parce que vous apprenez à apprécier le processus, parce que vous reconnaissez les progrès, parce que vous apprenez à apprécier le processus, 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 parce que vous reconnaissez les progrès, parce que vous réalisez que la satisfaction profonde ne vient pas en évitant l'effort, mais en le surmontant. Il ne s'agit pas de rechercher des sensations momentanées. Il s'agit de construire une vie qui a un sens. Vous voulez devenir un grand artiste, un entrepreneur prospère, un athlète de haut niveau. Alors soyez prêt à aimer les jours ennuyeux, les jours où il n'y a pas d'applaudissements, où personne ne vous voit, où tout semble lent, parce que c'est là que se forge la grandeur, pas sur la scène, mais dans la pratique, pas dans les résultats, mais dans le processus invisible que personne ne veut montrer. Dans le stoïcisme, Sénèque nous a appris que le plaisir n'est pas le bien suprême. Ce qui a vraiment de la valeur, disait-il, c'est la vertu, le fait d'agir conformément à la raison et au devoir, même lorsque le plaisir n'est pas présent. Les stoïciens savaient qu'il est illusoire de s'attendre à ce que tout soit agréable, et c'est pourquoi ils cultivaient l'habitude de supporter avec dignité tout ce que la vie leur présentait. La discipline stoïcienne ne naît pas du plaisir, elle naît du caractère. Et ce caractère se forge lorsque vous faites ce qui est juste, même si vous n'en avez pas envie. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une tâche qui ne vous enthousiasme plus autant, ne fuyez pas. Ne pensez pas que quelque chose ne va pas chez vous. Pensez que c'est là que le vrai travail commence. C'est là que vous franchissez le seuil entre l'amateur et le professionnel. L'amateur a besoin de sentir qu'il aime chaque moment. Le professionnel aime tellement le but qu'il n'a pas besoin d'apprécier chaque partie du chemin pour continuer à marcher. Ne vous attendez donc pas à ce que tout soit facile, amusant et motivant. Vivez en vous concentrant sur la valeur de ce que vous construisez. Appréciez les moments difficiles comme une partie inévitable et nécessaire du processus. Ne rejetez pas l'effort. Célébrez-le, car chaque minute que vous passez, même sans désir, est la preuve de votre engagement. Et lorsque vous apprenez à aimer ces minutes aussi, alors oui, vous faites vraiment ce que vous aimez, même si vous n'en avez pas toujours l'impression. 3. Identifiez votre style de discipline. Tout le monde n'atteint pas l'autodiscipline de la même manière, et l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes échouent dans leur tentative de devenir plus disciplinées est qu'elles suivent un modèle qui ne correspond pas à leur nature. Elles essaient de reproduire les stratégies des autres sans se demander si cette approche correspond vraiment à leur façon d'être. Il est donc essentiel que vous identifiez votre style personnel de discipline, car ce qui fonctionne pour l'un peut être une recette pour l'échec pour l'autre. Il existe deux styles principaux, la modération et l'abstinence, tous deux valables, tous deux pouvant vous mener à la même destination, une plus grande maîtrise personnelle, de meilleures habitudes, une vie plus ordonnée, mais les chemins sont différents, et savoir lequel est le vôtre peut faire la différence entre aller de l'avant avec force ou s'enliser dans un cycle de frustration constante. La modération est le style de ceux qui peuvent profiter de petits plaisirs sans perdre leur équilibre, de ceux qui peuvent manger une seule part de gâteau et s'en tenir à leur plan, de ceux qui peuvent prendre un jour de congé sans que cela ne se transforme en une semaine de négligence, de ceux qui peuvent prendre un après-midi de congé sans que leur routine ne s'effondre. Ce style exige une maîtrise de soi très raffinée. Mais il y a un autre groupe qui fonctionne mieux avec l'abstinence totale, les gens qui, s'ils prennent une bouchée, veulent tout le gâteau, qui, s'ils prennent un jour de congé, ont du mal à revenir, qui, s'ils font une exception, finissent par en justifier beaucoup d'autres. Pour ce type de personnes, la meilleure façon de tenir bon est de ne pas négocier, de ne pas ouvrir la porte, de ne pas commencer, parce qu'elle sait qu'une petite concession peut se transformer en une grande chute. Aucun style n'est supérieur à l'autre. L'important est d'identifier lequel est le vôtre, et cela ne se fait pas avec de la théorie.
Cela se fait avec de l'observation. Regardez votre comportement. Demandez-vous, est-ce que je peux contrôler mes impulsions quand je me permets un petit écart ou que je dérape? Est-ce qu'une exception me motive ou me perturbe? Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans le passé? L'honnêteté dans ces réponses vous montrera la voie à suivre. Ce principe est étayé scientifiquement. Des études sur l'autogestion et la maîtrise de soi montrent que les personnes qui adaptent leur stratégie à leur style personnel parviennent mieux à maintenir des habitudes saines. Il ne s'agit pas d'avoir plus de volonté, mais de concevoir un système qui fonctionne avec votre mode de fonctionnement. Car lorsque vous êtes en phase avec votre propre psychologie, la discipline s'écoule avec moins de friction. Les stoïciens enseignaient que le chemin de la vertu n'était pas unique, mais qu'il nécessitait une connaissance de soi. Épictète parlait de vivre selon sa nature. Il ne parlait pas de s'en excuser, mais de la comprendre pour la dominer. Le stoïcien n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Il s'efforce d'être le meilleur dans ses propres limites et possibilités. Si pour cela, il doit éviter quelque chose qui l'entraîne vers l'excès, il l'évite. S'il peut interagir avec modération sans perdre le contrôle, il le fait avec équilibre. L'essentiel est d'agir avec sagesse et non avec une rigidité aveugle. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour évaluer comment vous gérez votre discipline. Peut-être avez-vous essayé de vous modérer alors que vous aviez vraiment besoin de l'étouffer dans l'œuf, ou peut-être avez-vous été trop strict et cela a généré de l'anxiété, alors que vous pouviez vous permettre une certaine flexibilité sans perdre votre concentration. Ne vous jugez pas, ajustez-vous, et quand vous aurez la clarté, concevez vos habitudes intentionnellement. Si vous êtes une personne d'abstinence, ne jouez pas avec le feu, repoussez complètement ce que vous savez être en train de vous rendre incontrôlable. L'important n'est pas de suivre la voie de quelqu'un d'autre, mais de trouver la vôtre et de la suivre fermement. Car lorsque vous choisissez une stratégie cohérente avec votre style, la discipline cesse d'être une lutte et devient un choix naturel. Et c'est dans ce choix constant que se forge votre liberté. Numéro 4. Le pouvoir de dire « c'est par choix ». Il y a un moment où tout change, et ce n'est pas quand vous atteignez le but. C'est quand vous réalisez que vous n'êtes pas forcé, que vous n'êtes pas ici par punition ou pression extérieure. Que tout cela, chaque étape difficile, chaque jour d'effort, vous le faites parce que vous l'avez choisi, parce que vous l'avez décidé. Et quand vous devenez vraiment conscient de cela, tout se transforme. Vous arrêtez de sentir que vous poussez un fardeau et vous commencez à faire l'expérience de quelque chose de beaucoup plus puissant. Le but, le simple fait de se dire « c'est par choix ». Cela reprogramme votre esprit, cela change l'effort en puissance. Vous ne subissez plus quelque chose, vous le conquérez. Vous ne remplissez pas une obligation, vous répondez à votre appel, parce que vous ne pourriez pas le faire. Vous pourriez abandonner, vous pourriez être distrait ou fuir comme beaucoup le font. Mais vous ne le faites pas, vous l'affrontez. Et cela vous donne une énergie complètement différente. Quand vous vous concentrez uniquement sur le résultat final, le prix, la reconnaissance, l'argent, la validation, vous éteignez votre esprit, vous éteignez votre énergie, vous éteignez votre esprit et vous commencez à sentir que vous le faites parce que vous avez choisi de le faire, parce que vous avez décidé de le faire, parce que vous avez décidé de le faire. Mais lorsque vous vous concentrez sur le processus en tant que choix conscient, vous découvrez qu'il y a aussi du plaisir dans l'effort, de la dopamine dans le dépassement, de la fierté dans l'engagement. Le chemin cesse d'être une punition et devient une pratique de pouvoir. Vous choisissez de vous entraîner, vous choisissez de lire, vous choisissez de travailler sur vous, vous choisissez de rester quand tout vous invite à abandonner et quand vous répétez cette vérité en vous. C'est par choix. Vous vous connectez à la partie la plus forte de votre esprit, celle qui ne réagit pas mais décide. Ce changement de focalisation est vital, surtout dans les moments les plus difficiles, quand votre corps vous fait mal, quand vous êtes épuisé, quand vous sentez que vous n'avancez pas. Dans ces moments, ne répétez pas que vous devez le faire. Dites « je l'ai choisi parce que je veux grandir ».
Cette phrase vous redonne le contrôle et la maîtrise, la perception du pouvoir sur vos décisions, active la dopamine liée à l'effort, une motivation bien plus profonde et durable que n'importe quelle récompense extérieure. Saviez-vous que le cerveau réagit différemment lorsque vous faites quelque chose par choix, même si c'est difficile? Les neurosciences le confirment. Lorsque vous percevez qu'une tâche difficile que vous faites volontairement, le cerveau active les centres de récompense qui augmentent l'endurance, réduisent la sensation de fatigue et améliorent la concentration. C'est-à-dire que le plaisir de l'effort n'est pas un mythe. C'est possible si vous l'affrontez par choix et non par obligation, par stoïcisme. C'est profondément lié à la liberté intérieure. Épictète disait « L'important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous l'interprétez. » Et l'une des interprétations les plus puissantes est celle-ci. Vous n'êtes pas forcé par la vie, vous choisissez comment la vivre. Vous prenez la responsabilité active de votre croissance. Vous choisissez la douleur qui renforce au lieu du plaisir qui engourdit. Le stoïcien n'évite pas l'effort. Alors ne fuyez pas les difficultés. Ne vous mettez pas dans le rôle de la victime qui souffre à chaque pas. Rappelez-vous chaque jour que c'est par choix, que vous avez choisi cette voie, parce que vous avez une vision, parce que quelque chose en vous sait que vous pouvez faire plus, parce qu'il y a une version plus forte, plus sage, plus libre de vous, qui attend de l'autre côté de l'effort. Et chaque fois que vous choisissez d'aller de l'avant, même quand ce n'est pas facile, vous allez le rencontrer. Faites de cette phrase un mantra personnel. Lorsque vous luttez pour vous lever, lorsque vous vous sentez frustré, lorsque la douleur vous visite, dites-vous que je fais ceci parce que je l'ai choisi. Et que si vous avez choisi ceci, alors vous pouvez le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit qui choisit son chemin, même lorsque ce chemin brûle. Et si vous le faites, si vous maintenez cette conscience, vous découvrirez que non seulement vous atteindrez le but, mais que vous apprécierez chaque étape comme une manifestation de votre force intérieure, parce qu'en fin de compte, c'est cela la vraie victoire. La véritable amélioration ne commence pas lorsque vous décidez de vous lever plus tôt ou lorsque vous essayez de suivre une nouvelle routine. Elle commence lorsque vous vous regardez avec une honnêteté brutale et que vous vous dites la vérité, sans excuse, sans fioriture, sans justification. Parce que tant que vous continuerez à déguiser vos erreurs, vous continuerez à en être prisonnier. La véritable croissance commence avec le courage d'admettre ce que vous faites mal. Être honnête avec soi-même est inconfortable. Cela exige de l'humilité. Cela vous oblige à faire face à votre réflexion sans filtre, à reconnaître que vous procrastinez, que vous perdez du temps dans des distractions, que vous ne prenez pas soin de votre corps, que vous parlez beaucoup de vos objectifs, mais que vous n'agissez que très peu. Et oui, cela fait mal au début, parce que le fait d'admettre vos échecs ne vous laisse aucun alibi, mais cela vous donne aussi du pouvoir, parce que tant que vous vivez dans le déni, vous ne pouvez pas changer. Mais lorsque vous acceptez, vous commencez à vous transformer, faites une pause, fermez les yeux et demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je fais qui m'empêche d'avoir la vie que je veux? Quel comportement suis-je en train de répéter, même si je sais qu'il me sabote? Quelles excuses suis-je en train d'accepter? La plupart des gens n'osent pas répondre à ces questions, et c'est pourquoi ils restent les mêmes année après année. Mais vous n'êtes pas là pour vous justifier, vous êtes là pour évoluer, pour aller de l'avant, et vous ne pouvez pas aller de l'avant avec des mensonges. Prenez le temps d'écrire ce que vous faites mal, oui, ou sur du papier. Soyez précis, nommez cette habitude qui vous retient, ce comportement que vous répétez tout en sachant qu'il ne fonctionne pas pour vous, ce schéma mental qui sabote votre concentration. Il ne s'agit pas de vous punir, il s'agit d'être clair, parce que ce que vous ne nommez pas, vous ne pouvez pas le changer. Et une fois que vous avez cette liste, n'essayez pas de tout changer en même temps, ce n'est pas nécessaire. Choisissez-en une seule habitude négative que vous pouvez commencer à changer aujourd'hui. Peut-être que c'est d'arrêter d'utiliser le téléphone dès que vous vous réveillez, l'important est que vous décidiez. De l'affronter avec courage, la discipline ne se construit pas seulement avec la volonté, elle se construit avec l'honnêteté, avec la capacité de vous dire que cela ne fonctionne pas
et d'agir en conséquence, la discipline naît du respect que vous avez pour vous-même. Épictète enseignait que le premier pas vers la vertu était de se connaître clairement, que personne ne peut corriger ce que l'on n'ose pas regarder en face. Et Marc Aurèle, dans ses méditations, s'écrivait à lui-même avec une sincérité brutale, non pas pour se punir, mais pour se corriger, pour rester sur le chemin de la vertu, de l'excellence, de la maîtrise de soi. Le stoïque ne se laisse pas bercer par les illusions. Il sait que chaque jour est une occasion de polir le caractère. Et pour cela, il faut regarder à l'intérieur avec courage. Il faut être le premier à voir l'erreur pour l'éliminer. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est le plus grand signe de force, parce que celui qui se trompe lui-même ne changera jamais. Alors faites-le, écrivez, confrontez-vous, choisissez et agissez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être vrai. Chaque petit changement soutenu par l'honnêteté vaut plus que 1000 intentions déguisées. Parce que chaque pas authentique que vous faites à partir de la vérité vous rapproche de la vraie discipline. De cette discipline qui ne naît pas de la peur, mais de l'engagement envers votre meilleure version. Et rappelez-vous ceci, celui qui ose se regarder avec vérité va déjà de l'avant. Parce qu'il n'est plus prisonnier du mensonge, il est déjà en mouvement, il évolue déjà. Et si vous gardez cette habitude, l'habitude de ne pas vous mentir, tout le reste viendra. La constance, la concentration, l'autodiscipline. Tout commence lorsque vous décidez de vous dire la vérité et ensuite d'agir en conséquence. Numéro 6. Pas de réflexion excessive, ni d'autolimitation. Combien de fois avez-vous été sur le point de commencer quelque chose et ne l'avez-vous pas fait parce que vous avez trop réfléchi? Vous avez pensé à ce qui pourrait mal tourner. Vous vous êtes demandé si vous étiez assez bon. Vous avez pensé à ce que les autres diraient. Vous avez tellement réfléchi que l'action s'est figée. Et lorsque le temps passe, tout ce qui reste est ce sentiment inconfortable de n'avoir pas essayé. Trop réfléchir n'est pas réfléchir, c'est paralyser. C'est du sabotage déguisé en analyse. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être confiant. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de décider. De décider que vous allez agir, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes, même si vous n'avez aucune garantie de succès. Parce que l'action n'est pas le résultat de la confiance, elle en est la cause. On devient confiant parce qu'on agit, pas parce qu'on pense. La clarté ne précède pas toujours l'action. Parfois, elle ne vient que plus tard. Le problème de la réflexion excessive est que votre esprit devient votre plus grand obstacle. Il crée des scénarios qui n'existent pas encore. Il projette des échecs qui ne se sont même pas produits. Il multiplie les peurs et vous convainc que vous ne pouvez pas. Mais voici une vérité inconfortable, ce qui vous retient. Ce n'est pas la réalité, c'est l'interprétation que vous en faites. Et la seule façon de briser cela est d'agir, de faire le premier pas, même s'il est maladroit, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous ne savez pas exactement ce qui va suivre. Parce que chaque vrai pas que vous faites coupe le cycle du doute. Vous n'avez pas besoin d'attendre la confiance, vous pouvez avancer sans elle. Vous pouvez la créer en cours de route. C'est la magie de l'action. Elle vous transforme au fur et à mesure que vous l'accomplissez. Chaque fois que vous agissez en dépit de votre esprit, vous lui montrez qu'il n'a pas le contrôle. Vous lui apprenez que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui êtes aux commandes. Et dans ce processus, vous devenez plus fort, plus concentré, plus libre. Un grand piège de la suranalyse est de penser que vous avez besoin de tout comprendre avant d'agir. Mais ce n'est pas comme ça. En fait, la plupart des grands progrès personnels ne viennent pas quand tout est clair. En fait, la plupart des grandes avancées personnelles ne se produisent pas lorsque tout est clair, mais lorsque vous décidez de traverser le brouillard, parce qu'en marchant, la prochaine étape apparaît, en avançant vous apprenez, en faisant vous découvrez. Le mouvement crée la direction. La philosophie stoïcienne soutient fortement cette idée. Marcus Aurelius, empereur et philosophe, a dit « L'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se met en travers du chemin
devient le chemin, en d'autres termes. L'obstacle mental que vous ressentez, les doutes, la peur, la paralysie, n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour être surmonté, et vous ne le surmontez qu'en agissant. Les stoïciens savaient que le fait de trop penser à ce que vous ne contrôlez pas vous prive de l'énergie nécessaire pour agir sur ce que vous pouvez contrôler, et ce que vous pouvez toujours contrôler, c'est votre prochaine décision. S'il y a quelque chose que vous voulez faire, faites-le. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir confiant. N'attendez pas que tous les doutes disparaissent. Commencez par la peur. Commencez par l'incertitude. Mais commencez, parce qu'à chaque pas, les doutes s'affaiblissent, et ce qui semblait impossible devient gérable. Ce qui semblait confus devient clair. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie aujourd'hui. Il vous suffit de faire une chose que vous avez repoussée. Peut-être envoyer ce message, peut-être éteindre les réseaux et travailler pendant 1 heure sans distraction. Peut-être faire une promenade, écrire une idée, enregistrer une vidéo, ouvrir ce livre, abandonner cette habitude. Faites quelque chose, n'y pensez plus, faites-le, parce qu'au fond de vous, vous savez que trop penser vous a fait perdre du temps, de l'énergie et des opportunités. Et si vous vous demandez, et si j'échoue? La réponse est simple, vous échouerez de toute façon si vous n'essayez pas. Mais si vous agissez, même si vous trébuchez, vous serez plus proche de la croissance, parce que l'action vous change, vous façonne, vous construit. Ne laissez pas votre esprit vous convaincre que vous ne pouvez pas encore. Montrez-lui que vous pouvez, même si vous n'y croyez pas encore tout à fait. Souvenez-vous, arrêtez de vous demander si vous pouvez et commencez à le faire, car au moment où vous décidez d'agir, la peur perd de sa force et vous reprenez le contrôle pas à pas. Et quand vous reprenez le contrôle, il n'y a rien que vous ne puissiez pas construire. Numéro 7. L'incohérence apparaît lorsque personne ne regarde. La plupart des gens échouent, non pas lorsqu'ils sont entourés d'autres personnes, mais lorsqu'ils sont seuls. Ce n'est pas pendant les réunions ou au milieu d'une conversation importante qu'ils rompent leurs engagements, c'est dans la chambre à coucher lorsque l'alarme se déclenche et que personne d'autre ne l'entend. C'est à ce moment-là, lorsque personne ne regarde, que la discipline est réellement mise à l'épreuve. L'incohérence ne se manifeste pas au monde, elle se révèle dans l'intimité, dans l'invisible, dans ce que vous êtes seul à savoir. Et cela a une explication simple. Lorsqu'il n'y a pas de pression sociale, l'esprit cherche la facilité. Il justifie, rationalise, remet à plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Juste cette fois, je le mérite. Ce sont des phrases douces qui semblent inoffensives, mais elles ont un pouvoir dévastateur parce qu'elles s'installent comme des habitudes silencieuses. Et sans s'en rendre compte, chacune de ces petites concessions commence à affaiblir la structure de votre discipline. Petit à petit, vous vous éloignez de la norme que vous vouliez maintenir. Regardez cet exemple. Une personne qui dort avec son partenaire appuie rarement sur le bouton snooze de l'alarme. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre est présent. Il y a une conscience extérieure qui renforce indirectement l'engagement, mais si elle est seule, la tentation de reporter apparaît avec force. L'esprit sait qu'il peut échouer sans que personne ne le remarque, et c'est là le danger. Lorsqu'il n'y a pas de témoin, il semble qu'il n'y ait pas de conséquences, mais les conséquences sont là, non pas dans les yeux des autres, mais dans la perte de respect pour soi-même. C'est pourquoi il est vital de comprendre que l'observateur le plus important n'est pas celui qui est à l'extérieur, c'est vous, votre conscience. La clé est de construire une relation avec vous suffisamment forte pour que vous n'ayez pas besoin de surveillance extérieure. Et si au début c'est difficile, il y a des stratégies qui peuvent vous aider à simuler cette présence. L'une des plus puissantes est d'imaginer qu'il y a toujours quelqu'un qui observe vos efforts. Cela peut sembler étrange, mais ça marche. Pensez à comment vous agiriez si vous saviez qu'une personne que vous admirez observe chacune de vos décisions. Est-ce que vous abandonneriez aussi facilement? Ou bien donneriez-vous un peu plus? Une autre technique utile consiste à concevoir un environnement qui renforce vos habitudes, même dans la solitude. Par exemple, si vous vous engagez à faire de l'exercice tous les matins,
Laissez vos vêtements d'entraînement prêts la veille. Si vous voulez arrêter de regarder votre téléphone portable au réveil, laissez-le dans une autre pièce, des rappels visuels, des environnements propres, des objets placés de manière stratégique. Ce sont des moyens subtils de programmer votre esprit, car vous ne pouvez pas toujours compter sur votre volonté, mais vous pouvez concevoir votre environnement pour qu'il joue en votre faveur. D'un point de vue stoïcien, c'est tout à fait cohérent. Sénèque disait que le caractère est testé dans la solitude. Les stoïciens savaient que la vraie vertu ne se montre pas devant une foule, mais lorsque vous êtes avec vous-même, lorsque personne ne vous applaudit, lorsqu'il n'y a pas de récompense visible, la question est la suivante. Agissez-vous avec intégrité même lorsque personne ne vous regarde? Parce que c'est là que se forge le vrai caractère. Le stoïque ne dépend pas du regard des autres pour faire ce qu'il faut. Il dépend de sa propre norme interne. Il vit selon ses principes, pas selon la présence ou l'absence de surveillance. Alors si vous luttez contre l'incohérence aujourd'hui, ne vous jugez pas, mais regardez-vous honnêtement. Est-ce que vous échouez seulement quand personne ne vous regarde? Est-ce que vous vous permettez des choses dont vous savez qu'elles vous éloignent de votre meilleure version, juste parce que personne ne le saura? C'est la racine, et cette racine n'existe que quand personne ne vous regarde. Est-ce que vous vous permettez des choses dont vous savez qu'elles vous éloignent de votre meilleure version? C'est la racine. Et cette racine ne change que lorsque vous élevez votre engagement envers vous-même au-dessus du besoin d'approbation extérieure. Souvenez-vous de ceci, ce que vous faites en secret devient ce que vous êtes en public. Parce qu'il n'y a pas deux versions de vous, il n'y en a qu'une, et cette version est façonnée dans l'obscurité, dans la routine tranquille, dans les petits actes quotidiens que personne ne célèbre, mais que vous connaissez. Alors agissez comme si quelqu'un vous regardait toujours, parce qu'en réalité quelqu'un le fait, et qu'il n'y a pas de témoin plus important que cela. Numéro 8. Suivez un emploi du temps strict. Si vous voulez arrêter de vivre dans le chaos, l'improvisation constante et l'excuse du manque de temps, vous avez besoin de quelque chose de très simple mais de puissant. Un emploi du temps strict, non pas comme une prison mais comme une structure qui soutient votre liberté. Parce que la vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez quand vous le voulez, mais d'avoir un contrôle conscient de votre journée, et cela s'obtient en planifiant. Parce que celui qui ne planifie pas son temps le donne à ce qui vient en premier, et ce qui vient en premier n'est presque jamais ce qui compte le plus. Un emploi du temps n'est pas une liste d'obligations. Lorsque vous vous réveillez avec un plan clair, votre esprit est orienté. Il sait sur quoi se concentrer. Il sait quelle est la prochaine étape. Vous n'avez plus à décider à chaque instant ce que vous devez faire, ni à dépenser de l'énergie pour savoir par où commencer. Cette clarté vous épargne l'usure mentale et surtout vous protège de l'ennemi silencieux de l'autodiscipline, la procrastination. Car la procrastination ne vient pas toujours de la paresse, elle vient souvent d'un manque de structure. Si vous ne savez pas quand ou comment vous ferez quelque chose, votre esprit est rempli de doutes, il se laisse distraire. C'est pourquoi la première chose à faire chaque jour, ou mieux encore la veille, est de s'asseoir et de concevoir sa journée, non pas de manière rigide mais avec précision, d'assigner des blocs de temps, de définir ses 3 priorités, de réserver des espaces pour se reposer, pour travailler, pour avancer dans ce qui vous construit vraiment. Et voici la clé. Gardez votre emploi du temps comme s'il s'agissait d'un engagement sacré. Ne le considérez pas comme quelque chose que vous pouvez modifier sur un coup de tête, parce que tant que vous traiterez vos propres plans comme quelque chose d'optionnel, vous n'aurez jamais confiance en vous. Chaque fois que vous reportez ce que vous avez dit que vous feriez, vous affaiblissez votre parole, non pas devant les autres, mais devant vous-même, et cela nuit à votre estime de soi plus que vous ne pouvez l'imaginer, parce que votre esprit apprend que vos décisions n'en valent pas la peine, que vos intentions ne se concrétisent pas, et cela sape votre discipline. Alors que lorsque vous décidez que votre emploi du temps est une loi, quelque chose change en vous. Vous commencez à respecter votre temps, à vous respecter vous-même. Vous n'avez plus besoin d'être motivé tout le temps parce que vous avez un système qui vous guide. Et ce système vous donne du pouvoir, il vous donne de l'ordre, il vous donne des résultats
Du point de vue stoïcien, cette pratique est fondamentale. Les stoïciens parlèrent du contrôle du temps comme d'un devoir moral. Sénèque, dans son ouvrage sur la brièveté de la vie, nous avertit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Il dit que la plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre éternellement, laissant l'essentiel pour plus tard. Mais le sage, le vrai stoïcien, vit chaque jour comme s'il s'agissait d'une vie entière, et c'est pour cela qu'il organise son temps. Si vous appliquez ce principe de manière cohérente, vous remarquerez un changement immédiat. Vous cesserez de sentir que la journée vous échappe. Vous commencerez à éprouver un profond sentiment d'ordre, de raison d'être. Vous deviendrez plus productif, certes, mais surtout plus en paix, parce que vous ne courez plus après le temps, vous le dirigez, et cela vous met en position de leadership sur votre vie. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un emploi du temps strict. Ne le voyez pas comme un fardeau. C'est une arme, une stratégie pour reprendre le contrôle, pour transformer votre énergie en résultat, pour avancer sans dépendre de l'humeur du moment. Aujourd'hui, créez votre plan, définissez vos horaires et tenez-vous non par obligation, mais par respect pour la personne que vous êtes en train de devenir. Car chaque heure bien utilisée ne vous rapproche pas seulement de vos objectifs, elle réaffirme aussi que vous êtes aux commandes. Numéro 9, la magie du nombre 1440. 1440, ce nombre, bien que simple, renferme l'un des principes les plus puissants que vous puissiez adopter pour transformer votre vie. 1440 est le nombre de minutes dont vous disposez chaque jour, pas une de plus, pas une de moins, quel que soit votre âge, votre niveau économique ou l'endroit où vous vivez. Nous recevons tous le même dépôt quotidien de temps. Mais la différence entre ceux qui avancent régulièrement et ceux qui vivent enfermés dans la médiocrité réside dans la manière dont ils utilisent chacune de ces minutes. Lorsque vous pensez en jours, en semaines ou en années, le temps semble abondant, vous enlevez du poids, vous vous dites « j'ai le temps, je le ferai plus tard ». Mais lorsque vous le réduisez à 1440 minutes, votre perception change, vous réalisez que chaque minute compte. Chaque minute utilisée dans la distraction, la plainte, le doute ou la procrastination est une minute qui ne revient pas. Et si vous la perdez, vous ne pouvez pas la récupérer. Il n'y a aucun moyen de faire des dépôts supplémentaires. C'est pourquoi ce nombre a tant de pouvoir, parce qu'il vous oblige à regarder votre temps avec les yeux grands ouverts. La plupart des gens ne perdent pas leur temps volontairement. Ils le font par habitude, par manque de conscience, parce qu'ils vivent comme s'ils allaient en vivre éternellement, comme si demain était toujours garanti. Mais quand vous gardez ce nombre 1440 à l'esprit, vous commencez à vous poser des questions plus importantes. Où vont mes minutes aujourd'hui? Est-ce que j'investis dans ce qui compte vraiment pour moi? Ou est-ce que je me contente de survivre en mode automatique? Il ne s'agit pas de vivre au jour le jour ou de devenir un robot productif. Il s'agit de choisir avec intention, d'arrêter de dire « je n'ai pas le temps » et de commencer à dire « je ne donne pas la priorité à cela ». Parce que la vérité est que vous avez du temps. C'est juste que peut-être vous le divisez mal. Vous donnez des minutes à des conversations vides, à des distractions numériques, à des pensées négatives, à des habitudes qui ne vous construisent pas, 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 aux habitudes qui ne vous construisent pas. Et c'est là que l'action pratique entre en jeu. Mettez le nombre 1440 dans un endroit visible. Écrivez-le sur une feuille de papier et collez-le sur le mur. Mettez-le comme papier peint, faites-en votre mot de passe si nécessaire, pas comme une pression, mais comme un rappel. Chaque fois que vous le voyez, demandez-vous, est-ce que cette minute que je vis maintenant me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Est-ce que je l'utilise avec conscience ou est-ce que je la laisse filer? La psychologie du temps soutient cette approche. Il a été démontré que lorsque les gens ont une représentation visuelle du temps disponible, leur conscience et leur gestion du temps s'améliorent considérablement.
La procrastination diminue parce qu'un sens sain de l'urgence est activé, pas un stress destructeur, mais une clarté qui vous pousse à agir. Ce principe est également profondément présent dans le stoïcisme. Sénèque, dans son ouvrage sur la brièveté de la vie, a averti que la vie n'est pas courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. Il a dit que nous agissons comme si nous étions des mortels en tout, sauf en dépensant le temps, comme s'il était infini. Pour le stoïcien, le temps est sacré. C'est l'une des rares ressources qui, une fois perdue, ne peut être récupérée. C'est pourquoi chaque minute mérite attention, intention, direction. Vous n'avez pas besoin de devenir rigide. Il suffit d'être éveillé, d'être présent, d'être conscient que chaque minute peut être utilisée pour construire, apprendre, aimer, améliorer, être reconnaissant, aller de l'avant. Peu importe que vous travailliez, cuisiniez, vous entraîniez ou vous reposiez, l'important est que vous sachiez pourquoi vous le faites, que vous le fassiez avec un sens, que vous ne laissiez pas vos minutes s'évanouir sans laisser de traces. Lorsque vous vivez avec la conscience de 1440, vos priorités deviennent claires, votre énergie est organisée, vos excuses tombent, parce que vous savez que vous gérez la ressource la plus précieuse que vous ayez. Pas l'argent, pas les opportunités, mais votre temps, et celui qui maîtrise ses minutes, maîtrise sa vie. Faites de chaque minute une décision, une affirmation de ce que vous voulez créer, parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les grandes décisions qui vous définissent, mais ce que vous avez fait de chacune de ces 1440 minutes. Et si vous les avez vécues avec intention, alors vous avez vécu avec pouvoir. Numéro 10. Visualisez la version disciplinée de vous-même. L'autodiscipline ne commence pas lorsque vous forcez votre corps à se lever tôt ou lorsque vous éteignez les médias sociaux pour vous concentrer. La véritable discipline commence dans l'esprit, dans la façon dont vous vous voyez, parce que vous ne faites pas ce que vous faites au hasard. Vous agissez d'une manière qui est cohérente avec l'identité que vous avez acceptée comme la vôtre. Si vous vous dites que vous êtes quelqu'un de paresseux, qui procrastine toujours, qui ne termine jamais ce qu'il a commencé, alors votre cerveau cherchera des comportements qui valident cette histoire, non pas parce que vous vous détestez, mais parce que le cerveau recherche une cohérence entre ce que vous pensez être et ce que vous faites. Donc, si vous voulez changer vos habitudes, vous devez d'abord changer votre identité. La visualiser, savoir qui est cette version disciplinée de vous-même, comment vous pensez, comment vous agissez, comment vous réagissez quand vous n'en avez pas envie, quelles décisions vous prenez au réveil, comment vous gérez votre énergie pendant la journée, ce que vous choisissez quand vous êtes fatigué et que vous êtes tenté d'abandonner. Si vous pouvez clairement définir cette personne, il ne s'agit pas d'attendre d'être discipliné pour se comporter comme une personne disciplinée. Il s'agit d'agir comme une personne disciplinée jusqu'à ce que cette identité devienne la vôtre. Écrivez à quoi ressemble cette version de vous. Décrivez votre routine, vos pensées, votre langage interne, vos priorités. Puis lorsque vous êtes confronté à de petites décisions comme reporter une tâche, manger sans conscience ou regarder votre téléphone portable sans raison, arrêtez-vous et demandez-vous « Que ferait cette version disciplinée de moi en ce moment même ?» Vous n'avez pas besoin que la réponse soit parfaite, juste cohérente, parce que chaque action que vous entreprenez renforce ou affaiblit votre identité. Chaque fois que vous choisissez d'agir comme votre moi idéal, même si c'est juste un peu, vous réécrivez votre histoire personnelle. Votre esprit commencera à s'adapter. Lorsque vous visualisez fortement cette nouvelle identité et entreprenez des actions alignées avec elle, le cerveau se reprogramme, change vos références internes, il commence à dire « c'est ce que nous sommes maintenant ». Et cela a un pouvoir immense, parce que vous n'agirez plus par obligation, mais par engagement envers vous-même. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la science. La neuroplasticité montre que notre cerveau change physiquement lorsque nous répétons des schémas de pensée et d'action. Si vous vous entraînez à vous voir comme une personne disciplinée et à agir comme telle de manière cohérente, même si c'est inconfortable au début, votre cerveau commencera à renforcer ses voies neuronales. Ce qui était difficile auparavant devient plus automatique. Ce qui nécessitait un effort auparavant devient une habitude. Et l'habitude
crée l'identité. Le stoïcisme reflète aussi clairement ce principe. Épictète enseignait que nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons, mais aussi ce que nous pratiquons. Il disait que la vertu ne s'obtient pas par de grandes idées, mais par des actions répétées chaque jour. Les stoïciens envisageaient l'excellence non pas comme une destination, mais comme un mode de vie. Marc Aurèle se rappelait constamment le genre d'homme qu'il voulait être et agissait ensuite en fonction de cette vision, quelles que soient les émotions du moment. Alors aujourd'hui, décidez qui vous voulez être. Ne restez pas dans l'abstrait. Écrivez-le, lisez-le à haute voix, imaginez-le dans les moindres détails pour le ressentir et commencez à agir comme si vous étiez déjà cette personne, même si vous échouez, même si cela vous coûte, même si au début vous vous sentez comme un imposteur, parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de s'entraîner. Chaque décision, chaque répétition, chaque moment où vous choisissez d'agir comme votre moi discipliné, vous construirez une nouvelle version de vous-même. Et surtout, cette nouvelle identité n'est pas très loin. La discipline n'est pas un cadeau, c'est le reflet de la personne que vous croyez être. Alors croyez en votre meilleure version et commencez à vivre comme elle, parce que lorsque vous le ferez, vous ne poursuivrez plus la discipline, vous la deviendrez. Numéro 11, l'exercice sur la liste des douleurs et des plaisirs. L'esprit humain prend des décisions basées sur deux forces principales, le désir d'éviter la douleur et la poursuite du plaisir. Tout ce que vous faites, que ce soit se lever tôt ou rester au lit, est basé sur ce que vous pensez faire moins mal ou vous donner plus de satisfaction. Mais lorsque vous n'utilisez pas ces forces consciemment, votre esprit prend des raccourcis. Il cherche le plaisir immédiat et évite la douleur momentanée, sans tenir compte des dommages à long terme. C'est pourquoi vous procrastinez, c'est pourquoi vous repoussez ce qui est important. C'est là qu'intervient l'un des exercices les plus puissants pour renforcer votre autodiscipline. La liste des douleurs et des plaisirs, ce n'est pas quelque chose qui semble très profond à première vue, mais lorsque vous le faites honnêtement, cela change complètement votre perspective, parce qu'il met en face de vous la réalité que vous évitez normalement de voir, les conséquences de votre manque de discipline et les récompenses que vous manquez. Commencez par écrire la première liste, la liste des douleurs. Peut-être ressentez-vous constamment de l'anxiété, de l'insatisfaction envers vous-même, de la stagnation, de la frustration, de la culpabilité. Peut-être votre santé se détériore-t-elle, peut-être vos relations souffrent-elles, peut-être vos rêves s'éloignent-ils lentement et vous ne vous en rendez même pas compte. Écrivez tout cela clairement, ne vous cachez pas derrière des phrases douces, soyez brutalement honnête. La douleur ne fonctionne comme un moteur que lorsque vous la regardez en face, les yeux ouverts. Ensuite, faites la deuxième liste, la liste des plaisirs. Qu'allez-vous gagner si vous décidez de rester discipliné? Peut-être la paix intérieure, peut-être un corps plus fort, un esprit plus clair, une carrière plus forte, peut-être la liberté financière, la stabilité émotionnelle, la fierté de soi. Imaginez ce que sera votre vie dans 6 mois si vous maintenez votre discipline chaque jour. Écrivez-la, ressentez-la, visualisez-la en détail, parce que lorsque vous vous connectez émotionnellement à cet avenir, vous ne le voyez plus comme une idée lointaine, vous le voyez comme quelque chose de réel que vous pouvez construire. Cet exercice est étayé scientifiquement. La visualisation des conséquences et des récompenses active les régions du cerveau associées à la prise de décision rationnelle et à l'autorégulation. Lorsque vous rendez tangible ce qui est en jeu, votre esprit devient plus concentré. Vous n'agissez plus par impulsion. Vous agissez avec une direction. La clarté remplace l'excuse et la motivation cesse de dépendre de l'humeur pour naître de la conscience, du stoïcisme. Ce principe a une racine très ferme. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il était important de se souvenir de ce qui se passe lorsqu'on vit dominé par le désir et le plaisir facile. Sénèque disait que nous devons imaginer les conséquences de nos actes avant de les exécuter. Pour agir avec sagesse, pour le stoïcien, la douleur n'est pas un ennemi, c'est un maître, et le plaisir n'est pas objectif.
c'est la conséquence du devoir bien accompli. Alors, la prochaine fois que vous manquerez de volonté, ne cherchez pas de motivation extérieure. Cherchez dans vos listes. Lisez la douleur que vous évitez si vous choisissez la bonne chose. Lisez le plaisir que vous construisez si vous maintenez votre discipline. Connectez-vous à cela. Respirez profondément et agissez, parce qu'une fois que vous avez la clarté sur ce qui est vraiment en jeu, les excuses perdent de leur force et l'engagement apparaît. Faites cet exercice chaque semaine. Mettez à jour vos listes. Ajoutez-y de l'émotion. Lisez-les à haute voix si nécessaire et surtout utilisez-les comme point d'ancrage lorsque le doute apparaît, parce que l'esprit a besoin de rappels constants. Et lorsque vous gardez à l'esprit la douleur que vous évitez et le plaisir que vous poursuivez, chaque décision devient plus facile, parce que vous n'agissez plus par impulsion, mais en fonction d'un objectif. Et cet objectif, lorsqu'il est clair et émotionnellement lié à vous, devient un feu qui n'est pas éteint par la paresse, ni par la fatigue, ni par la tentation, parce que vous savez ce que vous évitez et vous savez ce que vous gagnez, et cette connaissance ne vous donne pas seulement de la discipline, elle vous donne une direction, et une fois que vous marchez avec une direction, tout change. Numéro 12. Évitez les activités qui augmentent les niveaux de dopamine à court terme. Nous vivons à une époque où il est facile d'être constamment distrait. Votre téléphone vibre, des notifications apparaissent sans arrêt. Vous ouvrez un réseau social pendant 2 minutes et vous y restez pendant une demi-heure sans vous en rendre compte. Et savez-vous pourquoi? Parce que chacune de ces petites actions libère de la dopamine, une substance chimique du cerveau associée au plaisir immédiat. Et bien qu'il n'y ait rien de mal en soi à ressentir du plaisir, le problème survient lorsque votre cerveau s'habitue à cette stimulation constante, au point que tout ce qui demande un véritable effort devient ennuyeux, fatigant, voire intolérable, à chaque fois que vous vous abandonnez de manière incontrôlée à ce type de gratification instantanée, comme les marathons de séries, le défilement infini sur les réseaux, les vidéos virales, les jeux vidéo non-stop ou manger sans faim, vous dites à votre esprit « c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux répéter ». Et le pire est que ce circuit est renforcé. Votre cerveau commence à avoir besoin de plus en plus de stimuli pour ressentir quelque chose. Et alors des tâches comme étudier, travailler, méditer, lire, faire de l'exercice semblent impossibles. Pourquoi? Parce qu'elles ne vous procurent pas ce plaisir immédiat. Elles ne libèrent pas la même dose de dopamine, mais ce sont celles qui transforment vraiment votre vie. C'est là qu'intervient le pouvoir de la réduction ou de l'élimination des activités qui vous surchargent de dopamine à court terme. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas seulement arrêter de faire quelque chose de superficiel. Vous entraînez votre cerveau à retrouver la satisfaction dans la profondeur, dans la lenteur, dans ce qui est important. C'est difficile au début, parce que vous avez conditionné votre esprit à toujours rechercher des récompenses immédiates. Mais si vous supportez cette première impulsion, si vous dépassez l'inconfort initial de ne pas saisir votre téléphone toutes les 5 minutes, quelque chose de puissant se produit. Votre concentration s'améliore, votre clarté mentale augmente et votre autodiscipline se renforce. Il ne s'agit pas de devenir un zéta ou de rejeter tout ce qui est agréable. Il s'agit de prendre le contrôle. Il s'agit de décider quand, comment et pourquoi vous faites les choses, au lieu de laisser la compulsion vous entraîner vers le bas. Il s'agit simplement de fixer des limites. Par exemple, vous pouvez programmer un moment pour vérifier vos réseaux, limiter le temps d'écran avec des applications de surveillance numérique, ou même faire un régime de dopamine pendant quelques jours pour réinitialiser votre cerveau. La science le confirme clairement. Lorsque le cerveau reçoit trop de dopamine sur une base continue, ses récepteurs deviennent saturés. Et ces 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 récepteurs deviennent saturés. En revanche, lorsque vous réduisez ces sources de récompenses rapides, votre esprit retrouve sa sensibilité naturelle et les tâches qui vous semblaient autrefois ennuyeuses commencent à avoir plus de sens et à générer une plus grande satisfaction réelle, ce qui, du point de vue des stoïciens, est parfaitement cohérent. Pour eux,
La véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut quand on le veut, mais à avoir le pouvoir de choisir sagement ce qui nous convient à long terme. Éviter les excès n'est pas de la répression, c'est de la sagesse. C'est renforcer l'âme pour qu'elle ne dépende pas des stimuli extérieurs pour être en paix. Alors, si vous voulez être plus discipliné, ne commencez pas seulement par vous forcer à atteindre vos objectifs, commencez par éliminer ce qui vous prive de l'énergie et de la volonté de les accomplir. Observez votre journée. Combien de fois tombez-vous dans la gratification instantanée? Que pourriez-vous éliminer ou réduire? Que pourriez-vous remplacer par quelque chose de plus conscient? Peut-être laisser votre téléphone loin de vous pendant vos heures de concentration. Peut-être éteignez les notifications. Peut-être éteignez les notifications. Peut-être éteignez le téléphone. Peut-être éteignez le téléphone pendant vos heures de concentration. Peut-être éteignez le téléphone pendant vos heures de concentration. Vous échangez un plaisir superficiel contre une satisfaction profonde. Vous échangez une distraction contre une présence. Vous reprenez le contrôle de votre énergie. Et c'est ce qui vous rend vraiment libre. Vous renforcez votre caractère. Vous envoyez un message clair à votre esprit. Je décide, et ce je décide est la base de toute autodiscipline durable. Il ne s'agit pas d'avoir plus de volonté. Il s'agit d'avoir moins de bruit que d'usure. Lorsque vous débarrassez votre environnement mental des stimuli excessifs, vous découvrez que votre véritable énergie a toujours été là. Elle n'avait besoin que d'espace pour s'épanouir. Numéro 13. Contrôlez et suivez les progrès. Ce qui n'est pas mesuré ne s'améliore pas. C'est une vérité simple, mais que nous ignorons souvent. Nous croyons que l'intention et l'effort seuls suffisent pour avancer. Mais la réalité est que si vous ne suivez pas vos progrès, vous marchez à l'aveuglette. Vous pouvez avoir toute la motivation du monde. Mais si vous ne savez pas exactement ce que vous avez fait, le contrôle de vos progrès n'est pas une perte de temps. Le suivi de vos progrès n'est pas une perte de temps. C'est un puissant outil de discipline, parce qu'il vous fait prendre conscience. Il vous oblige à regarder votre processus avec clarté. Et quand vous voyez les chiffres, les progrès, les marques que vous laissez vous-même chaque jour, quelque chose s'active en vous. Pensez à n'importe quel objectif que vous avez en ce moment, qu'il s'agisse d'améliorer votre corps, d'apprendre une langue, de lire davantage, d'écrire un livre, d'économiser de l'argent ou de renforcer votre esprit. Tous ces objectifs ont une chose en commun. Ils nécessitent de la constance, mais la constance n'est pas soutenue par le seul désir. Par exemple, si vous voulez améliorer votre concentration, notez combien de temps vous travaillez sans distraction. Si vous vous entraînez, notez le nombre de répétitions, le poids de vos sensations. Si vous développez une habitude, notez les jours où vous le faites. Ce n'est pas que de la théorie, c'est de la psychologie. Il a été démontré que le suivi du comportement active les mécanismes d'autorégulation du cerveau. En enregistrant vos actions, votre esprit commence à comparer, évaluer, corriger, et cela renforce la motivation intrinsèque, celle qui ne dépend pas des récompenses extérieures, mais de la fierté silencieuse de vous voir avancer quand vous voyez que vous avez écrit 1000 mots de plus qu'hier, que vous avez passé 5 minutes de plus à vous concentrer, que vous êtes allé à la gym un jour de plus cette semaine. Votre esprit interprète, nous grandissons. Et ça, c'est addictif. Vous n'avez pas besoin de système complexe pour le faire. Vous pouvez utiliser un carnet, une simple application, une feuille de calcul. L'important, c'est que chaque jour, vous notiez vos progrès, parce que ce petit geste vous permet de rester connecté à votre objectif. Il vous donne une référence concrète, et quand un jour vous avez l'impression d'échouer, vous pouvez regarder en arrière et réaliser que vous avez fait plus que ce que vous pensiez. Cela renforce aussi votre identité. Vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui se contente d'essayer. Vous vous voyez comme quelqu'un qui persiste, qui construit, qui mesure, qui va de l'avant. Dans le stoïcisme, cette pratique s'aligne également sur le principe de l'auto-observation. Marc Aurèle, dans ses méditations, notait constamment ses pensées, ses décisions et ses faiblesses, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait compris que le chemin de la vertu nécessitait un examen quotidien. Les stoïciens pensaient que l'âme devait être examinée chaque nuit, comme un commerçant qui vérifie ses comptes. Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Cette pratique de l'examen permanent est un acte d'humilité,
de conscience et de discipline. Et si vous le faites régulièrement, vous commencez à remarquer des schémas. Vous découvrez à quel moment de la journée vous êtes plus performant, quelles habitudes vous distraient, quelles actions vous motivent. Alors, vous cessez de vous fier au hasard ou à l'humeur. Vous commencez à vivre avec stratégie, avec clarté, avec intention. Le suivi transforme vos objectifs en quelque chose de tangible. Ils ne flottent plus comme de vagues rêves. Ils deviennent visibles, mesurables, réels. Et cela vous donne de l'énergie, parce que vous ne naviguez plus sans but. Vous pilotez votre vie avec précision. Et cette précision est ce qui fait la différence entre ceux qui veulent simplement s'améliorer et ceux qui y parviennent réellement. Alors commencez aujourd'hui. Choisissez un objectif, définissez comment vous allez mesurer vos progrès et engagez-vous à les enregistrer chaque jour, même s'ils sont minimes. L'important est que vous les voyiez, parce que lorsque vous voyez vos progrès, vous vous connectez à vos efforts, et lorsque vous vous connectez à vos efforts, la discipline cesse d'être un fardeau et devient un mode de vie. Numéro 14. N'échangez pas le bien contre le mal, la licence morale. L'un des pièges les plus subtils et les plus dangereux sur le chemin de l'autodiscipline n'est pas l'échec, mais le succès mal géré, c'est-à-dire lorsque vous faites quelque chose de bien et que, sans vous en rendre compte, vous utilisez cette réussite comme excuse pour vous saboter. C'est ce qu'on appelle la licence morale. C'est la pensée qui dit « aujourd'hui, je me suis entraîné, donc je mérite de manger n'importe quoi » ou « cette semaine, j'ai été productif, donc ce n'est pas grave si je ne fais rien aujourd'hui ». Et bien qu'à première vue cela semble raisonnable, la vérité est que ce schéma vous éloigne de ce que vous voulez vraiment construire. La licence morale est présentée comme une récompense, mais au fond il s'agit d'une négociation déguisée. Vous échangez quelque chose de bien que vous avez fait contre quelque chose que vous savez ne pas être bon pour vous. Vous justifiez un choix faible basé sur un acte fort. Et ce cycle, si vous ne l'arrêtez pas à temps, peut vous garder piégé pendant des années. Vous avancez un peu puis régressez. Vous célébrez une petite réussite et l'utilisez pour rompre votre propre engagement. C'est ainsi que le progrès est perdu. C'est ainsi que l'effort est dilué. Le problème n'est pas dans la célébration de votre progrès, mais dans la façon dont vous le faites. Si chaque petit succès devient une permission de trahir vos propres valeurs, vous ne maintiendrez jamais une véritable discipline, parce que vous ne construisez pas la cohérence, vous nourrissez l'auto-illusion. Et la discipline ne se développe que lorsqu'elle est basée sur la cohérence entre ce que vous dites vouloir, ce que vous faites pour l'atteindre, et ce que vous faites pour l'atteindre, ce que vous faites pour y parvenir, et la façon dont vous gérez chaque décision une fois que vous allez de l'avant. Donc, chaque fois que vous réalisez quelque chose de positif, ne vous déconnectez pas, ne vous détendez pas au point de revenir en arrière. Reconnectez-vous avec votre pourquoi. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que vous épargnez pour la liberté financière? Alors, n'utilisez pas vos efforts comme excuse pour des dépenses impulsives. Prenez-vous soin de votre santé. Alors, n'utilisez pas une semaine saine pour justifier une frénésie émotionnelle. Entraînez-vous votre esprit. Alors, n'utilisez pas une bonne journée de concentration pour justifier une frénésie émotionnelle. Entraînez-vous votre esprit. Ce changement d'état d'esprit est puissant, car il ne s'agit pas de s'interdire des plaisirs, mais d'apprendre à se récompenser sans se saboter. Vous pouvez vous récompenser, bien sûr, mais faites-le avec des choses qui sont en accord avec votre identité. Faites-le d'une manière qui vous rapproche et non qui vous éloigne. Vous pouvez vous accorder une pause, mais laissez cette pause vous nourrir. Vous pouvez célébrer, mais laissez cette célébration vous élever, car la vraie récompense n'est pas ce que vous vous donnez pour aller de l'avant. Les stoïciens savaient que le plus grand danger ne résidait pas dans l'échec ouvert, mais dans l'auto-illusion subtile. Épictète disait que nous ne devrions pas permettre qu'une action vertueuse devienne une excuse pour nous relâcher dans l'action suivante. Pour eux, la vertu ne s'accumulait pas comme des points que l'on peut dépenser plus tard, mais elle se pratiquait constamment. La discipline stoïcienne consiste à rester ferme dans son objectif, non seulement lorsque l'on corrige une erreur, mais aussi lorsque l'on réussit, car le succès n'est pas une destination, c'est un mode de vie.
Et lorsque l'on s'entraîne à ne pas échanger le bon contre le mauvais, quelque chose de profond change en nous. Nous n'utilisons plus nos réussites comme une justification pour revenir en arrière. Vous commencez à voir vos actions non pas comme des exceptions, mais comme faisant partie d'une identité solide. Une identité qui n'a pas besoin de négocier avec la tentation parce qu'elle est axée sur le long terme. Alors, la prochaine fois que vous pensez que vous méritez de vous récompenser, faites une pause. Demandez-vous si cela renforce mon chemin ou l'affaiblit. Cela célèbre-t-il mes progrès ou les interrompt-il? Cela correspond-il à la personne que je suis en train de devenir? Si la réponse n'est pas claire, n'agissez pas, respirez, rappelez-vous qui vous êtes et choisissez à partir de votre vision et non de votre émotion du moment. Parce qu'à cet instant, vous décidez de quelque chose de plus important qu'une action ponctuelle. Vous décidez si votre progrès est réel ou seulement apparent. Et lorsque vous choisissez avec conscience, lorsque vous n'échangez pas le progrès contre la régression, ce que vous construisez n'est pas seulement de la discipline, c'est le respect de soi. Et il n'y a pas de récompense plus puissante que celle-là. Numéro 15. Attention à l'effet. Et alors? L'une des erreurs les plus silencieuses, mais les plus destructrices sur le chemin de la discipline, est cette pensée qui semble inoffensive, mais qui cache un piège profond. Alors, quelle différence cela fait-il? Vous mangez quelque chose que vous ne devriez pas, vous manquez un jour d'entraînement, vous sautez une tâche importante, et au lieu de corriger, vous vous complaisez dans le désordre, parce que j'ai déjà tout gâché. Ce moment est crucial, non pas à cause de l'erreur, mais à cause de ce que l'on décide de faire après, parce que le vrai dommage ne vient pas du faux pas, il vient de l'enchaînement des décisions qui suivent quand on décide d'abandonner. Ce phénomène se produit lorsque notre esprit, voyant que nous avons échoué une fois, préfère sombrer plutôt que de corriger. Cela devient une justification émotionnelle pour se laisser aller complètement. Vous mangez quelque chose que vous ne devriez pas, et vous vous dites « ça y est, aujourd'hui je mangerai n'importe quoi ». Vous sautez une journée de travail et vous vous dites « j'ai perdu la série, je ferai mieux de recommencer lundi ». Cette mentalité n'a rien à voir avec le repos, ni avec l'indulgence saine. C'est une forme cachée de sabotage. C'est la peur déguisée en abandon. C'est la résignation déguisée en liberté. Le problème est que cet effet est mémorisé. Chaque fois que vous le répétez, votre esprit enregistre l'association. Lorsque j'échoue, j'abandonne. Et cela devient automatique. On perd l'habitude de se reprendre rapidement. Vous devenez quelqu'un qui laisse une erreur ruiner tous ses progrès antérieurs. Et c'est là que vous perdez la vraie bataille. Car la discipline ne se mesure pas au nombre de fois où l'on fait tout parfaitement. Elle se mesure au nombre de fois où vous vous relevez après avoir trébuché. Que faire en cas d'échec? Tout d'abord, ne pas dramatiser. Ne transformez pas une erreur en drame existentiel. Vous vous êtes trompé, certes, mais cela n'efface pas tout votre travail. Elle n'annule pas vos progrès. Et surtout, il ne définit pas qui vous êtes. Deuxièmement, réagissez rapidement. N'attendez pas demain, lundi, le mois prochain. Corrigez dès que possible. Reprenez vos habitudes. Préparez le prochain repas. Faites en sorte que l'heure suivante soit productive. Ne donnez pas à votre esprit le temps de construire un récit de défaite. Et troisièmement, pardonnez-vous fermement. Non par faiblesse, mais par responsabilité. Le pardon n'est pas la permissivité. C'est reconnaître que l'on a échoué, apprendre et continuer. Avec la même force, avec le même engagement. Car ceux qui se pardonnent avec intégrité ne répètent pas les mêmes erreurs. Apprendre d'eux. Il devient plus conscient, et avec le temps, plus fort. Dès le stoïcisme, cette idée est clairement reflétée. Les stoïciens n'aspirent pas à la perfection, mais à une vertu constante. Ils savaient que l'erreur fait partie du chemin. Épictète a enseigné que lorsque nous échouons, nous ne devons pas nous punir par une culpabilité excessive, mais nous corriger par la sagesse. Marc Aurèle a également écrit qu'il n'y a pas de honte à tomber, mais qu'il y a de la honte à ne pas se relever. Pour les stoïciens,
Chaque jour est une nouvelle occasion d'agir correctement. Chaque instant peut être un renouvellement de l'engagement. Et c'est là la clé. Considérez chaque chute comme un nouveau départ et non comme une fin. Parce que lorsque vous entraînez votre esprit à réagir calmement, avec direction et responsabilité, vous brisez le cycle autodestructeur du « et alors ». Vous reprenez le contrôle. Vous retrouvez votre estime de soi. Vous retrouvez votre discipline. Ainsi, la prochaine fois que vous échouez, n'en faites pas le point de départ d'une sortie. Faites-en le point exact où vous réaffirmez votre engagement. Prenez le contrôle de l'étape suivante. Vous n'avez pas besoin d'une journée parfaite. Il suffit de ne pas abandonner à cause d'une mauvaise journée. Chaque décision compte. Chaque rétablissement renforce. Et plus vous réagissez rapidement, moins cette pensée destructrice a de pouvoir sur vous. Vous n'êtes pas ici pour tout réussir. Vous êtes ici pour faire toujours mieux. Et cela signifie échouer. Mais cela signifie aussi continuer, persister, rebondir. Car ce n'est pas votre chute qui vous définit, c'est votre capacité à vous relever. Et si vous vous en tenez à ce principe, le « et alors » n'aura plus sa place dans votre esprit. Parce que vous saurez qu'une erreur n'est pas la fin, mais l'occasion parfaite de vous montrer qui vous êtes vraiment déterminé à être. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Cela en dit long sur vous. Cela signifie que vous êtes prêt à laisser vos excuses derrière vous, que vous êtes déterminé à vous transformer. Je vous invite donc à clore ce moment par une déclaration forte. Allez dans les commentaires et écrivez. À partir de maintenant, je brise mes limites. Je suis stoïque. Faites-le comme un sceau, comme une promesse à vous-même. Car les mots que vous écrivez avec intention ne restent pas seulement sur l'écran, ils restent gravés dans votre esprit. Et chaque fois que vous le lirez, chaque fois que vous le répéterez, votre cerveau le comprendra. Vous changez vraiment. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était le début d'une nouvelle mentalité.